Bonjour, ça me fait grand plaisir d'être ici. C'est ma première visite en Saskatchewan et à Regina plus particulièrement. Malheureusement, j'y serai pas très longtemps, alors il faudra que je revienne à une autre occasion, assurément. Je suis particulièrement contente d'être ici, en fait, pour vous parler d'une réalité miroir, si on veut, à la situation des francophones en situation minoritaire. Je vais vous parler donc de l'autre minorité linguistique au pays, en fait, la minorité anglophone du Québec et plus spécifiquement la minorité anglophone de Québec. Alors, à travers mon parcours que Peter vous a déjà présenté, vous avez pu voir en fait que j'y suis venue d'abord et avant tout par un intérêt pour les francophones en situation minoritaire, mais comme j'écrivais mon doctorat à Laval, de 99 à 2004, je vivais à Québec et j'avais quand même l'occasion d'observer à distance cette communauté invisible, si on veut, cette communauté anglophone invisible qui pourtant est très importante dans l'histoire de la ville de Québec, mais qui est de plus en plus, finalement, fondue dans la masse. Alors, j'étais intéressée à connaître davantage cette minorité. Je me disais, au-delà des institutions qui portent des noms anglophones de plus en plus francisés, des noms de rues, de la rue Holland à la rue Maguire, on en est venu à la rue Hollande, la rue Maguire. Alors, toutes ces traces, en fait, d'une communauté anglophone autrefois très vibrante dans la ville de Québec, on en est arrivé où? Alors, j'ai voulu aussi regarder les jeunes plus particulièrement. Il y a quand même de nombreuses écoles et même des écoles qui ouvrent à Québec, des écoles anglophones qui ouvrent. Alors, j'étais très curieuse par ce phénomène de dire comment se fait-il que la communauté soit si invisible et pourtant qu'on ait quand même des écoles, une demande additionnelle qui se présente en termes d'instruction. Et j'observais également ces jeunes qui fréquentaient l'école et entre eux, on embarquait dans l'autobus, dans les cours d'école et où finalement, on faisait usage à la fois du français, de l'anglais. Alors, je me suis dit, étrange, j'ai l'impression de voir des choses que j'ai déjà vues dans d'autres provinces, mais du côté des francophones. Alors, j'ai donc eu envie d'aller voir ça de plus loin et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, j'aimerais reconnaître aussi la collaboration de deux assistantes de recherche là, qui m'ont aidé à travailler ce corpus-là, Karine Vieuxfort et Marie-Odile Magnan, qui visiblement ne pouvaient pas être avec moi aujourd'hui, mais je leur suis toute reconnaissante pour leur contribution à cette conférence. Alors, comme problématique générale, je ne vois pas très bien. Alors, je suis partie du constat, en fait, que l'École de la minorité linguistique a un mandat constitutionnel, qui est le même, en fait, qu'on soit une communauté francophone en situation minoritaire ou qu'on soit une communauté anglophone au Québec. Alors, ce mandat qu'a l'École de la minorité linguistique, à toute fin pratique, c'est le même. Alors, je me suis demandé comment ça pouvait jouer dans le contexte anglo-québécois. Surtout que dans ce contexte-là, ça s'accompagne également d'une législation provinciale qui a fait du français une langue publique commune et donc qui fait en sorte que l'accès à l'école anglaise est aussi strictement réservé aux ayants droit, là, tel que défini par l'article 23 que vous connaissez assurément. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette école anglaise au Québec assure-t-elle un mandat de reproduction linguistique et culturelle? Dans quelle mesure voit-elle cela comme faisant partie de son rôle, l'un de ses rôles centraux? Alors, je me suis demandé, en fait, aussi si les enjeux se posaient de la même façon dans les deux contextes et également quelle était la situation des identités qui étaient construites par les jeunes qui fréquentent ces écoles. Alors, la première chose que j'ai découvert à travers mes recherches, évidemment, c'est que l'enjeu collectif là, de la communauté anglophone au Québec ne se pose pas du tout de la même façon qu'il peut se poser pour les francophones en situation minoritaire. Alors, pour eux, évidemment, compte tenu que l'anglais est la langue que l'on connaît bien, qui est nettement dominante à l'échelle des Amériques et bien au-delà, alors il ne s'agit pas de leur langue, en fait, qui constitue le cœur de leur enjeu en termes de continuité culturelle, si on veut. Alors, le problème a été reformulé par les communautés elles-mêmes comme un problème d'exode. Alors, ce à quoi ils sont confrontés depuis maintenant plusieurs années, c'est un phénomène, en fait, de départ de nombreux anglophones qui quittent la province pour aller s'installer ailleurs au pays. Alors, et
c'est encore plus frappant qu'il s'agit principalement des jeunes qui quittent, alors qu'ils quittent d'abord pour poursuivre leurs études postsecondaires et très souvent ne font pas un retour dans la province du Québec. Alors, les communautés ont voulu trouver un moyen de lutter contre ce qui contribue à une baisse de leur poids démographique, si on veut, au sein du Québec. Et c'est particulièrement vrai dans les régions non métropolitaines. Alors, si Montréal est touché par cette situation-là, imaginez la situation dans des régions où l'anglais est beaucoup plus minoritaire. Alors, il en a découlé plusieurs stratégies qui visent en fait à assurer une meilleure transmission du français aux jeunes anglophones. Alors, on s'est dit que si on voulait que les anglophones puissent rester au Québec, y faire carrière, y faire leur vie, alors comme le français est désormais nécessaire sur une base quotidienne, alors il est nécessaire que ces jeunes-là aient une parfaite maîtrise de la langue française. Alors, les écoles partagent tout à fait ce point de vue-là et ont donc développé, soit les écoles elles-mêmes ou même les familles ont développé des stratégies pour permettre d'atteindre ces objectifs, comme par exemple fréquenter pendant un certain nombre d'années le réseau scolaire francophone pour permettre à l'enfant d'acquérir des bases linguistiques suffisantes, par exemple. Alors, ce qui fait en sorte que l'école ne se situe pas vraiment dans cette logique où il faut valoriser l'anglais, il faut parler anglais, mais aussi dans cette logique où il faut s'assurer que nos jeunes anglophones aient une très bonne maîtrise du français. La question culturelle, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est aussi de dire, on veut effectivement transmettre le français, mais qu'en est-il de notre culture en termes de communauté linguistique? Ce qui, paradoxalement, ce qu'on a constaté néanmoins, c'est que cette stratégie-là marche partiellement dans la mesure où les jeunes qui quittent, on constate que c'est aussi ceux qui sont les plus bilingues. Alors évidemment, plus ils sont scolarisés, plus ils sont aussi bilingues, et donc ce sont des facteurs qui, conjugués les uns avec les autres, contribuent à une plus grande mobilité également d'une province à l'autre. Alors, on constate que c'est pas suffisant d'assurer une bonne maîtrise du français pour favoriser la rétention de ces jeunes au Québec. Et on peut même poser l'hypothèse à savoir, est-ce que leur bilinguisme, en fait, ne serait-il pas plus reconnu à l'ouest du Québec qu'il l'est au sein même de la province du Québec? Alors, est-ce que c'est vraiment un fait prouvé? On ne le sait pas, ou il s'agit peut-être d'une question de perception, néanmoins, qui serait peut-être influente sur la décision de ces jeunes de connaître ce type de mobilité. Alors, quoi qu'il advienne, les communautés se sont donc rendues compte que ce n'est pas suffisant d'assurer une transmission du français, mais également de développer un sentiment d'appartenance à la communauté et je dirais même aux communautés, aux différentes communautés qui composent cette grande communauté anglo-québécoise, mais qui est aussi très différente à travers ces régions. Alors, on constate également que c'est très difficile pour la communauté anglophone de trouver une identité collective qui puisse réellement susciter un sentiment là, partagé par tous, compte tenu des différences rencontrées dans les différentes régions, mais aussi compte tenu des origines diverses des personnes qui participent à cette communauté. Alors, les écoles doivent maintenant composer avec la présence de plus en plus d'élèves aussi dans leurs écoles qui ne parlent pas forcément anglais à leur entrée. Alors, la croissance de ces écoles dont je vous parlais à Québec sont aussi le fait de l'exogamie, comme vous pouvez connaître également dans vos propres contextes, et donc de ces jeunes qui fréquentent l'école anglaise et qui souvent le font également pour des motifs instrumentaux, si on veut, comme l'accès à l'école anglaise est très restreint. Alors, il peut s'agir pour ces familles comme une stratégie très porteuse également de permettre aux enfants de développer des compétences linguistiques bilingues. Alors, évidemment, ça contribue également à un éclatement de la clientèle scolaire qui fait en sorte que c'est très difficile pour les écoles de travailler dans une perspective culturelle et donc de valoriser une culture qui puisse être portée par ces jeunes.
Alors d'abord, avant de rentrer dans les résultats, il est nécessaire de vous parler un petit peu du contexte qu'est la communauté anglophone dans la ville de Québec. Alors on a souvent à l'esprit une communauté beaucoup plus vibrante qui est celle de la communauté anglophone dans la région métropolitaine de Montréal. Mais à Québec, on parle bien d'une communauté, à partir du recensement de 2006, qui faisait 1,43 % de la population. Et c'est encore plus faible lorsqu'on regarde le nombre de personnes qui parlent anglais à la maison, où on frôle à peine le 1% de la population. Alors, comparativement aux 8,2% d'anglophones pour l'ensemble du Québec. Alors, on voit bien que dans la ville de Québec, il s'agit vraiment d'une très faible minorité en termes numériques. Il y a également ce phénomène de migration négative dont je vous ai déjà parlé, ainsi qu'un taux de bilinguisme très élevé chez les jeunes. Ici, on parle d'un taux de 80% tiré des données de 2001. C'est peut-être même un peu plus fort sur les données de 2006. Alors, la jeune génération, contrairement à la génération qui les ont précédées, sont très bilingues, donc français-anglais. On trouve dans la région de la Capitale-Nationale, donc un petit peu plus large que la ville de Québec, 5 écoles primaires, 2 écoles secondaires et une école qui assure à la fois l'enseignement primaire et secondaire. Très rapidement, la méthodologie de la recherche dont je vais vous parler, il s'agissait d'une étude comparative avec une recherche qui avait été faite à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai tenté de reproduire un certain nombre de caractéristiques méthodologiques pour les deux études. La recherche qualitative a été menée plus particulièrement auprès de 28 élèves qui, de la 3e à la 5e secondaire, dans 2 écoles de la ville de Québec. Ils ont participé à la fois à des entrevues semi-dirigées de type récit de vie. Ils ont dessiné leur communauté et comment ils se positionnent par rapport à la communauté anglophone. Et ils ont aussi participé à une activité de photographie où ils avaient à photographier la communauté anglophone telle qu'ils se la représentent là, et de nous commenter ces photos. Je vais surtout vous parler aujourd'hui des résultats des entrevues et de quelques dessins. Alors, rapidement, le profil des participants, nous avions des élèves issus de 2 familles où les 2 parents étaient francophones, 10 élèves dont les familles étaient de 2 parents francophones et 16 familles exogames, donc un parent francophone et un parent anglophone. On a essayé, par ailleurs, de recruter davantage de jeunes qui auraient eu 2 parents anglophones, mais ça a été extrêmement difficile. Là, et j'aimerais aussi dire un mot sur les entrevues, où il y a très peu de jeunes qui ont fait le choix de faire leur entrevue en anglais. Sur les 28, je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui ont choisi de faire leur entrevue en anglais. Tous les autres ont préféré s'exprimer en français au moment de l'entrevue. Très rapidement, quelques notions peut-être plus théoriques. En termes de socialisation linguistique, ce que je vais regarder, entre autres, sur l'identité linguistique, c'est la socialisation à la fois familiale et scolaire, parce qu'on sait très bien que cette socialisation est cruciale en ce qui concerne l'identité linguistique et en termes de type de bilinguisme que sera développé par les jeunes. Alors, je vais passer là-dessus. Et aussi en tenant compte du fait que cette socialisation ne se fait pas non plus sans considérer le jeune qui lui-même bricole, si on veut, sa propre identité en fonction des différentes identités qui lui sont transmises au sein de la famille et à l'école, mais aussi à partir de ce qu'il veut bien devenir. Alors, c'est réellement une logique qui tient compte à la fois des choix identitaires que font les jeunes et également le contexte à travers lequel ils construisent cette identité. Alors, pour les jeunes, ils nous ont effectivement affirmé que c'était difficile de définir son identité linguistique. Ici, j'ai retenu un extrait d'une jeune qui nous dit « Si on me demandait de choisir entre les deux langues, je ne pourrais pas, c'est impossible, parce que c'est ce qui fait moi, c'est moi, ça, je suis les deux. » C'est comme de dire choisir entre ta mère et ton père, tu sais. Alors, je pourrais avoir choisi cet extrait-là à partir de mon corpus que j'avais recueilli auprès des jeunes au Nouveau-Brunswick. Alors, il s'agit vraiment ici, donc, d'une piste qui m'a amenée à vouloir creuser davantage aussi cette notion d'identité bilingue qui, en finale, est devenue également très importante là, chez ce groupe de jeunes. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est différents profils. Il s'agit vraiment, tous les profils qui vous sont présentés ici, à l'exception d'un seul, je les ai également observés dans mon étude au Nouveau-Brunswick, mais je vous parlerai ici strictement des cas tirés de l'étude au Québec.
Alors, ici, il s'agit d'un cas de continuité familio-scolaire. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de jeunes dont l'identité est en continuité avec celle de la famille, donc de famille où les deux parents sont anglophones, en continuité avec la langue d'instruction, donc avec l'école anglaise. Ici, c'est le cas de Peter qui, donc, s'identifie, lui, comme un anglophone canadien. Il souhaite que la communauté anglophone soit plus présente au Québec et il nous dit, avec tout ce qui se passe, on est, disons, la minorité. On se fait engulfed, il utilise vraiment le mot en anglais, on se fait engouffrer par les francophones. Et lorsqu'on regarde son dessin, on voit bien qu'il a dessiné la communauté francophone et au cœur, il a mis une petite communauté rouge où il a mis anglais et il s'est situé au cœur de cette communauté anglophone. Alors on voit bien l'aspect que la communauté est entourée d'une grande communauté de langue française.